est-ce que une pièce ou un billet, c'est de la monnaie? Oui, évidemment. Mais si je vous dis, quand vous recevez votre relevé de banque et qui a marqué, je ne sais pas, 1000 euros, est-ce que c'est de la monnaie, là, le 1 et les 3 zéros? C'est l'équivalent de la monnaie. Donc, dans une journée normale, à votre avis, dans un pays comme la France, quelle est la proportion des transactions, avec tout ce que je viens de vous dire, là, les entreprises, les administrations, les particuliers, les petits achats, etc., quelle est dans toutes ces transactions-là la proportion qui est payée avec des pièces et des billets, et la proportion qui est payée par un virement bancaire ou un chèque ou une carte bleue, c'est-à-dire d'un compte bancaire à un autre? Quelle est la proportion entre les deux, à votre avis? 10% de pièces et billets, tous les petits achats, les petits trucs à l'épicerie, à la boulangerie, etc. Et tout le reste, tous les gros montants, finalement, c'est tout de suite des transferts d'un compte à un autre, soit par chèque, soit par carte de crédit, soit par virement ou prélèvement. Maintenant, c'est beaucoup par virement et prélèvement. La question se portait. Vous imprimez votre relevé, vous l'avez, mais c'est de toute façon de la monnaie écrite, donc de la monnaie scripturale. Donc, sachant qu'il y a 10% au maximum de pièces et de billets qui circulent dans une journée, et que tout le reste, c'est de la monnaie qui va d'un compte bancaire à un autre, si on s'intéresse à une monnaie, à votre avis, c'est à laquelle qu'il faut surtout s'intéresser. Donc, quand on donne un billet à quelqu'un, la transaction est immédiate, elle est mesurée tout de suite, elle est réalisée tout de suite, et elle n'apparaît pas sur des comptabilités. Par contre, la monnaie scripturale, comment elle fonctionne? Mettons, j'achète toujours le pot à madame, mais moi je suis au Crédit Lyonnais, et madame elle est à la BNP. Et je la paye par chèque ou par carte de crédit, par exemple. Et bien moi, si on a le même solde, moi j'ai 1000 euros sur mon compte au Crédit Lyonnais, la dame elle a 1000 euros sur son compte à la BNP. Et je lui dis, je vous paye par carte 10 euros. Et bien qu'est-ce qui va se passer? Ma banque à moi, mon Crédit Lyonnais, il va débiter mon compte de 10 euros. Donc je vais descendre à 990. Le Crédit Lyonnais va donner 10 euros à la BNP. Et la BNP va rajouter 10 euros sur le compte de madame. Et elle va être à 1010. Donc pour toutes les transactions en monnaie scripturale, ça passe par une banque. D'accord? Ça va? Tout le monde suit pour l'instant? Bon. Alors, il y a un... Attention, là, il faut être concentré. Hein. Il y a un troisième type de monnaie, c'est la monnaie centrale. C'est une monnaie qui ne circule pas au rez-de-chaussée. On dit que le rez-de-chaussée, c'est les banques du coin des rues et la population, tout le monde, les particuliers, les ménages, les entreprises, les administrations, tous les gens qui sont là, ils font leurs échanges entre 10% avec des billets et 90%, il y en a un qui paye, la banque ici, la banque paye la banque là, et la banque paye celui d'en dessous. Alors, on se heurte au paradoxe de la belle-sœur, de la création de la monnaie par le crédit. Alors, je vais vous expliquer pourquoi le crédit a quelque chose à voir avec la monnaie, et vous allez voir que là, vous allez halluciner. Parce que c'est un processus comptable qui est vraiment mystérieux. On prend l'exemple d'une petite belle-sœur qui a un boulot bien rémunéré, elle a des fiches de paye et tout, et ça fait 10 ans qu'elle rêve de se faire construire une petite maison à la campagne, elle a un petit terrain qu'elle a hérité, elle voudrait se faire une petite maison de campagne pour cet été. Et donc, elle téléphone à son banquier, et elle dit à son banquier, voilà mon projet, je rêve d'avoir une petite maison, est-ce que vous croyez que je peux avoir un crédit de 100 000 euros? Et le banquier lui dit, bah écoutez, envoyez-moi par mail, scannez vos fiches de paye, votre pièce d'identité, certificat médical, tout le bazar, envoyez-moi tout ça, je vais faire une simulation, et je vous dirai si ça passe ou pas. Et donc là, on est le vendredi. On imagine, on est un vendredi, et la belle-sœur, elle vient d'envoyer ses documents au banquier, et le banquier a répondu tout de suite en disant, j'ai fait une petite simulation sur mon ordinateur, vous avez un bon salaire, vos mensualités sur 20 ans, ça ne dépassera pas 30% de votre fiche de paye, donc je peux effectivement vous faire un crédit de 100 000 euros. Je confirme ça avec ma hiérarchie, venez lundi matin à 11 h, et si tout va bien, vous signez votre offre de prêt, et vous aurez vos 100 000 euros. Bon. Et là, la question qui tue, et qui va nous aider à comprendre le paradoxe de la belle-sœur et de la création monétaire, c'est, il est 11 h du matin, le lundi, la belle-sœur, il est 11 h moins le quart, pardon, 11 h moins le quart. La belle-sœur, elle arrive, elle est devant la porte de la banque, et elle sait que, à 99% de chance, elle va repartir avec 100 000 euros, avec son crédit.
Et là, il est 11h moins le quart, elle va poser la main sur la poignée de la porte de la banque, et à l'instant où elle pose sa main sur la poignée de la porte de la banque, où sont les 100 000 euros? Voilà, c'est ça la question qui tue. Où sont les 100 000 euros? J'ai dit les redoublants. Mais ils n'existent pas. Il y en a pas, il y en a pas. Ils n'existent pas. Oui. J'aimerais bien d'autres propositions, parce que si c'est pas ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont où les 100 000 euros? Dans les réserves de la, Ah, voilà. De la Banque Les gens centrale. sont du censés. Crédit Lyonnais. Ah oui, c'est au Crédit Lyonnais, effectivement. Voilà. Il y a quand même des gens qui savent la vérité. En fait, les 100 000 euros, ils sont en billets et en pièces dans des petits cochons en faïence dans le sous-sol de la banque. J'ai commencé à rencontrer des économistes, des mathématiciens, des ingénieurs qui m'ont expliqué comment ça marchait vraiment. Parce qu'ils avaient étudié le truc, eux aussi, pendant des années avant. Et j'ai passé des heures à essayer de comprendre ce qu'ils disaient, parce que c'est pas évident de comprendre ce que raconte un économiste. Je peux vous dire, il y a des mots spéciaux et tout. Et donc il y a plusieurs fois où je me suis trouvé face à un économiste qui venait de m'expliquer un truc pendant 2 heures, et je posais des questions et je comprenais pas. Et finalement, j'arrive à comprendre et je dis, mais attends, mais tu es en train de me dire qu'il se passe ça, ça et ça, mais c'est pas possible. C'est ça qu'il faut dire aux gens, là, ils vont comprendre tout de suite, ça va être la révolution, tu vas voir, ça va être génial. Mais non, parce que... Et c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin-là, parce que j'ai voulu l'écrire en français, pour que les gens comprennent. Et c'est pour ça que là, je suis passé finalement à quelque chose qui ressemble toujours un petit peu au théâtre, quoi. En tout cas, vous allez voir, on va en faire un petit peu si on fait la petite scène de la belle-sœur et du banquier. Et vous allez voir que quand on commence à comprendre le truc, d'abord, on est complètement déprimé, parce qu'on se dit, non, de Dieu, mais c'est pas possible, on est tombé dans un piège, quoi. Et on se dit, on n'arrivera jamais à sortir du piège. Et puis dans un deuxième temps, on se dit, bon, allez, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, il y a plein de solutions, vous allez voir, c'est la fin de la présentation, et on peut faire plein de trucs quand on veut, tout le temps. Je suis ravie de vous recevoir, Madame la belle-sœur. J'ai donc étudié votre demande de prêt de 100 000 euros. Oui. Et comme je vous ai dit au téléphone, ce prêt va vous coûter 180 000 euros. Vous êtes bien d'accord? C'est quel pourcentage alors Oh, c'est... Ah bon, donc oui, il y a un pourcentage de frais. Il y a un C'est pour vous pourcentage payer de vous. frais. C'est pour me payer moi et les copains. Enfin, Moi, je suis Faut pas le dire normalement ça, mais... Ouais. Faut pas le dire pour les copains, mais c'est ça. Oui, 180. Les Mais actions. bon, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir si je peux le payer par mois. Donc, D'accord. Alors attention, donc maintenant pour la création de la monnaie, Donc, donc la formule magique, tout de suite, la formule magique c'est ex nihilo. Ex nihilo. Ex nihilo. ex nihilo, mi-catégorie, ex nihilo. Ah. Ce que vous en faites, c'est des vrais. Je vais acheter ma maison. Du coup, le banquier il va se dire, ah, dis donc, c'est bien, il y a de l'activité. Le prochain qui vient lui emprunter de l'argent, il lui dit, bah, pas de problème, allez-y. Combien vous voulez? Vous voulez 100 000 pour acheter une maison? Bah écoutez, c'est le moment ou jamais, parce que là, en ce moment, l'immobilier a l'air de bien marcher, ça va augmenter, donc je vais vous prêter 100 000 euros. Du coup, le gars, il dépense ses 100 000 euros, ça fait de l'activité en plus, et du coup, tout le monde se dit, oh, c'est génial, c'est le boom économique. Du coup, les gens qui voulaient emprunter, bah, ils se disent, c'est le moment d'emprunter, c'est le boom économique, on va acheter une maison, parce que les prix montent. Donc, le fait que les prix montent, le banquier, il se dit, c'est génial, je fais du crédit à 100 000 euros, et si ça se trouve, dans 2 ans, la maison, elle va valoir 120 ou 130 000. Donc, je peux émettre du crédit. Les gens, même s'ils n'arrivent pas à me payer, ils pourront toujours revendre leur maison, ils arriveront largement à me solder leur crédit. Il n'y a pas si longtemps, 50-60, l'État pouvait frapper monnaie lui-même et dire à sa population, nous on ne travaille pas, nous on ne fait pas de production, nous on crée la monnaie et on vous embauche à fabriquer des choses pour le bien commun, à construire des hôpitaux, à construire des écoles, à construire des routes, etc. Et il faut que nous, en tant que politiciens, ça nous arrange aussi. Hein, faut qu'on soit tous d'accord. Donc on vous impose un peu de construire ce que l'État a décidé. Mais bon, vu que l'État, théoriquement, c'est les gens qui vont voter pour l'élire, il a le droit de faire ce qu'il veut. Donc bref,
à certaines époques, l'État frappe monnaie, ou bien fait créer, quand on entend, si vous entendez, l'État pourrait emprunter à la Banque centrale. C'est faux, l'expression n'est pas juste. Ce qu'on devrait dire, c'est l'État pourrait faire créer par la Banque centrale de la monnaie à taux zéro et dire à la Banque centrale, vous créditez le compte du Trésor public. Et le Trésor public, qui représente le gouvernement, va dépenser en créant des écoles, des ponts, des routes, etc. Mais c'est pas un contresens, mais ça ne veut pas dire grand-chose de dire l'État emprunte à la Banque centrale, puisque la Banque centrale crée de la monnaie à partir de rien. La Banque centrale, par rapport à l'État, elle pourrait fonctionner comme une banque, comme le Crédit Lyonnais, quand la belle-sœur vient se faire créer 100 000 euros. La Banque centrale pourrait taper des chiffres sur le compte du Trésor public, à taux zéro. C'est ce qu'on appelait dans le temps le circuit du Trésor. Et à ce moment-là, l'État ne doit rien à personne. C'est pas l'éducation, c'est pas la défense. C'est le remboursement des intérêts de la dette. Et oui. Et c'est le premier poste. Ça bouffe tout l'impôt sur le revenu. Ouais. Il y a 50 milliards d'impôts sur le revenu en France. Le service de la dette, c'est 50 milliards d'euros par an. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, sur chaque centime de monnaie qui existe, il y a quelqu'un quelque part qui paye un intérêt, même si c'est l'État qui a emprunté sur les marchés financiers pour assurer ses dépenses. L'État, il emprunte sur les marchés financiers, il paye ses fonctionnaires, les fonctionnaires distribuent de la monnaie dans l'économie en dépensant, etc. N'empêche que tout le monde, tous autant connaît, on est obligé de payer les intérêts sur la monnaie qu'on a. Même si elle a été empruntée par l'État, je dirais même a fortiori, quand elle a été empruntée par l'État. Une Allemande, elle a fait des études très précises sur la proportion du paiement des intérêts dans les prix, et c'est entre 30 et 70% du prix de tout. Des pommes au loyer. Donc ça veut dire que si on résolvait ce problème de la création monétaire et du paiement de la création monétaire par un intérêt, soit on serait quasiment 40 ou 50% plus riche en travaillant pareil, soit on pourrait travailler 2 fois moins et garder le même niveau de vie. C'est une pompe, mais c'est monstrueux. Ouais, mais bon. C'est monstrueux. Et le problème du secteur bancaire, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire de l'argent. C'est pour ça que tous les traders et tout ont des bonus monstrueux. C'est parce qu'il y a tellement de fric qui monte, qui rentre tout le temps, qu'on distribue le plus possible. Tant que le système. On ne peut pas tout acheter. Donc les gens ont dépensé énormément d'argent et finalement la valeur s'est effondrée. Ah bah oui, mais ça c'est trop tard. Si vous voulez, si c'est moi qui ai fait monter l'action et qu'il y a tous les ordinateurs du monde entier qui continuent à acheter, hop, ça continue la courbe. Effectivement, la tendance, elle se matérialise. Et donc comme je sais que moi, dans 10 minutes, le prix va être là, j'achète un gros paquet ici, le reste du boulot, il est fait automatiquement par tous les ordinateurs de la planète, et moi, je revends là. Avant que ça s'écroule. Bah évidemment. Et en revendant tout, c'est moi qui fais écrouler le truc. Ouais. Du coup, tous les algorithmes, ils disent, oh, là, ils avaient acheté là, ou là, ou là, ou là, ou là. Et donc du coup, tout d'un coup, tac, ça se bascule. Donc là, il y a des ordres stop en attente. Dès que ça descend en dessous de ce niveau-là, ils vendent. Et donc tous les algorithmes qui s'étaient déclenchés à la hausse, ils se déclenchent à la baisse. Donc, le Ils mec, revendent tous en redescendant. Et du coup, ça Il a s'écoule conscience de ce qu'il instantanément. fait quand il Voilà. le fait, le gars. Et Il a ça, conscience c'est- de cette Il n'y a action. plus de confiance. Ouais, S'il sait qu'il est majoritairement présent sur ce marché-là, Ça peut très bien c'est être quasi criminel. Ça peut très bien être un algorithme fait par un prix Nobel de mathématiques C'est le métier de qui, trader. qui a adopté cette stratégie-là. Donc c'est Ouais, voulu. il a été programmé quand même. Voilà. C'est le boulot des traders, non? Bah, bien sûr. C'est ça leur boulot. Alors autant dans le Les temps, traders, il y a encore 20 ans, il y a encore 15-20 ans, le trader était devant son ordinateur et prenait la décision lui-même. Autant maintenant, là, depuis 10, 15 ans, 20 ans, c'est que des systèmes automatisés. Parce que le problème du trader humain, c'est qu'il a peur. Je me suis dit, j'ai beaucoup réfléchi sur la Grèce et je me suis dit, mais attends, les Allemands disent aux Grecs, vous nous devez de l'argent. Mais si la monnaie est créée ex nihilo par le secteur bancaire, à qui ils doivent de l'argent, les Grecs? Alors le truc, qui n'est pas si simple que ça à comprendre, c'est que la monnaie, au départ, l'argent qui a été soi-disant crédité, qui a été prêté, crédité aux Grecs, il a été créé forcément ex nihilo, au départ.
par quelqu'un qui voulait acheter quelque chose en Grèce, ou par un Grec qui a fait un emprunt, peu importe, mais à un moment, il y a eu de l'argent qui est arrivé en Grèce à partir de rien, puisque c'est un des seuls moyens de créer de la monnaie, c'est que quelqu'un l'emprunte à la banque. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Bon. Et donc après, ces reconnaissances de dette là, émises, pour lesquelles le gouvernement grec s'est engagé à rembourser les intérêts, c'est des titres de dette qui ont été créés par des banques à un moment donné. Et donc le truc génial, c'est la titrisation. C'est que quand vous avez un titre de dette, vous pouvez le revendre à quelqu'un. Et vous lui dites, les intérêts, vous allez en toucher la moitié. Moi, je garde la moitié des intérêts. Par exemple, il paye 6%. Moi, banquier, je vous vends le titre de dette. Je garde une commission. Et vous allez toucher les intérêts de la dette. Et vous, c'est qui? C'est un retraité allemand. Donc, quand les Allemands disent aux Grecs, vous nous devez de l'argent, c'est vrai. Il y a des retraités qui ont des titres de dette des banques grecques. Et donc il y a des Grecs qui devraient payer des impôts pour payer les intérêts des retraités allemands. Je simplifie, hein, mais en gros c'est ça le schéma. Mais si on y réfléchit, le fait que des Allemands aient acheté des titres de dette à des banques qui avaient émis des titres de dette grecs, eux ils ont acheté les Allemands avec du boulot, avec de l'argent qu'ils avaient vraiment gagné. Donc c'était de l'épargne qu'ils avaient mis de côté, ils ont passé 50 ans à bosser, ils ont mis des sous de côté, ils ont cotisé à des caisses de retraite, ils ont besoin de leur intérêt pour être à la retraite. Les fonds de pension, ils ont besoin du flux d'intérêts rentrants pour payer les retraites aux retraités allemands et aux retraités riches de l'Europe du Nord. Et donc, dans un certain sens, les Grecs doivent de l'argent à ces retraités-là. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que si les retraités, les fonds de retraite ont acheté des titres de dette, c'est parce que les banques secondaires avaient créé des titres de dette en amont, à partir de rien, sans le travail correspondant. Donc en fait, il y a encore une fois cette espèce de complicité complètement involontaire, mais finalement c'est de racheter le butin de quelqu'un qui a fait quelque chose qui n'avait pas de source. Vous croyez vraiment que c'est Oui. involontaire Je pense pas qu'il y ait beaucoup de retraités allemands qui soient au courant de tout ça. Ah oui. Bah ouais. Parce que dans un système comme ça, on va parler de... Parce qu'il y a un prix Nobel en économie qui s'appelle M. Maurice Allais, qui un jour a dit dans un de ses bouquins, le mécanisme de création monétaire par le secteur bancaire, par le crédit, il est exactement équivalent à une émission de fausses monnaies par des faux monnaies. Sauf que ceux qui en profitent ne sont pas les mêmes. Alors, je vais vous poser la question. 3 exemples. Premier exemple, vous avez une imprimante qui fait des vrais billets. Des vrais faux billets. Vous avez trouvé un truc, vos billets passent tout seuls, même à la Banque de France, personne ne s'en aperçoit. Bon. Vous imprimez 150 000 € de faux billets. Et vous allez les dépenser. Pourquoi c'est interdit? Pourquoi est-ce qu'on va en prison à perpétuité pour ça? Oui, mais c'est vrai. Mais parce que les banques ont un monopole d'émission des billets, la Banque centrale et les banques secondaires. Parce qu'on Mais il devient y a un une raison parasite. mathématique. Ça dévalorise l'argent. Exactement, il y a une raison mathématique. Ouais, bah oui. C'est que si vous ne travaillez pas et que vous rajoutez de la monnaie dans l'économie, ça diminue d'autant la valeur de la monnaie des autres. C'est comme si on était dans une entreprise. Voilà, on a chacun 50% des parts, des actions d'une entreprise par exemple, et moi en douce, je crée 50 actions de plus. Du coup, j'en ai 100. Vous aviez la moitié d'entreprise, vous n'avez plus qu'un tiers. Donc c'est un vol par addition, par dilution. C'est un peu comme si je rajoute de l'eau dans du vin, je vous vole du vin. En gros, c'est un peu ça. Donc, le fait de rajouter de la monnaie dans l'économie, pourquoi c'est condamné à perpétuité? Parce que ça fait concurrence à la Banque centrale et aux billets émis sous le monopole de la Banque centrale et de l'État. Mais la raison mathématique, c'est que ça dilue la valeur de toute la monnaie des autres gens. Et puis il y a plein de conséquences sociales aussi et psychologiques. Donc, deuxième exemple. Vous arrivez un matin à votre banque et un employé de banque que vous connaissez vaguement vous dit, venez dans mon bureau, il ferme la porte à clé,
et il vous dit j'ai trouvé un code là, c'est entre nous, je peux vous rajouter 150 000 euros sur votre compte si vous voulez. Ni vu ni connu. Ça vous dit? Oui. Ouais. Vous me donnerez 3% par an. C'est pas un motus. Toc, 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 voilà, regardez, c'est bon. Ok, au revoir, on se connaît pas. Est-ce qu'il a fait de la fausse monnaie? Oui. Ah, il n'a pas Bah, fait de faux billets. non. Il n'a pas fait pire que... Mais quelle est la différence avec les faux billets? Les faux billets, on les voit, mais. Il n'y a aucune différence. C'est arroger le droit de voir le revenu. Voilà. Et donc l'effet pour les gens, il est exactement le même que les faux billets. Il a rajouté des unités, il a diminué la valeur de toutes les unités. Et si c'est vous qui avez les 150 000 euros sur votre compte, vous pouvez très bien, ça prendra du temps, mais vous pouvez très bien aller retirer vos 150 000 euros en billets de banque. Vous aviez demandé combien? Un crédit de 150 000 euros, ok, pas de problème, j'ai l'aval de mon directeur, je vous tape 150 000 euros dans votre compte, et voilà, regardez, ils y sont. Où est la différence? C'est que le mec ne va pas en prison. C'est la seule C'est différence. légal. Non, mais dans les faits, c'est pas le même effet. Dans les faits, l'effet mathématique, il est exactement le même, Mm. et l'effet social, il est exactement le même. Parce que cette personne-là a reçu un nouveau pouvoir d'achat qui n'existait pas auparavant. Et les Allemands, il ne faut pas braquer l'Europe du Nord. Et Et il ne faut pas braquer leur peuple non plus. Il ne faut pas braquer non plus. Ils sont complètement le cul entre deux chaises, parce qu'ils ont promis qu'ils allaient garder les retraites et résoudre le problème de la dette, ou au moins avoir des délais. Bon, ils ont réussi à avoir des délais, mais les Allemands, ils n'ont pas cédé un centime sur les montants, quoi. Donc là, ça va être intéressant à voir dans les mois qui viennent. Alors, je ne sais pas s'ils vont oser dire ce que je dis moi, c'est-à-dire que la dette, elle est légitime parce que les épargnants qui avaient mis de côté ont acheté des titres de dette. Ça, c'est légitime parce que c'est des vrais gens qui ont investi leurs économies. Et donc, à la limite, on pourrait dire qu'on leur doit des intérêts à eux. Mais est-ce que je dois payer des intérêts qui sont issus d'une création ex nihilo au départ? C'est une morale aussi qui a été formée par des siècles de propagande. Une dette, c'est sacré, ça se rembourse, etc. Mais là-haut, Ouais, mais ça- bon, et la promesse d'un gouvernement à son peuple, c'est pas sacré? C'est une promesse pareille. Hein. Je t'ai promis de te payer des intérêts, mais j'ai promis à mon peuple de leur donner plus de sous pour pas qu'ils crèvent de faim. C'est deux promesses, ni plus ni moins. Pourquoi est-ce que la promesse de donner des intérêts à quelqu'un, elle aurait plus de valeur que la promesse à des gens de ne pas les laisser crever de faim? C'est cornélien. Oui, sauf qu'on part quand même d'une escroquerie au départ. Eh oui, eh oui. C'est comme si moi... Faut là, faire attention, hein, s'il y a des micros. Oui, oui, moi, je Vous veux donnez faire- Attention, on sait tout. Je vous donne une ligne, je vous dis je suis banquier, je vous donne une ligne de crédit. Oui. Enfin, Ouais. c'est- Alors, au niveau des solutions, des alternatives, on va finir là-dessus, puis après on Ah, peut le s'asseoir et calme, faire le des questions-réponses et débats, conférences débat. Et donc, au niveau des possibilités, il y a deux grands types de solutions ou d'alternatives, moi je les classe comme ça. Le premier type, c'est au niveau institutionnel, c'est-à-dire, comme essayent de faire les Grecs, c'est d'aller voir les institutions et de leur expliquer le plus diplomatiquement possible qu'on ne va pas pouvoir tout payer, les gars, c'est pas possible. Il faut que tout le monde comprenne qu'on est dans la situation de quelqu'un qui a prêté beaucoup d'argent et que le gars, il n'y arrive pas, il n'arrive pas à payer. Bon, tu auras beau lui prendre ses fringues, son lit, sa table, ses chaises, il y a un moment, tu ne pourras pas le faire payer. Parce que le gars, il ne peut pas payer, quoi, matériellement. Donc, il y a un moment, il faut dire, bon, bah, laisse tomber. Alors, ce qui est génial, c'est que il y a eu des époques où des systèmes d'endettement comme ça existaient, mais il y avait des systèmes d'annulation périodique des dettes. Vous avez entendu parler du jubilé. Bon, dans la Bible, tous les 7 fois 7 ans, tous les 49 ans, il y avait une annulation des dettes. Pourquoi? Parce que les financiers savaient très bien qu'ils endettaient les gens et qu'ils s'en mettaient plein les fouilles, qu'ils les faisaient travailler comme des esclaves pendant un certain nombre d'années, mais qu'il y avait un moment où ça s'était tellement accumulé qu'ils n'arrivent plus à payer la dette. Et donc là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se barrent dans les campagnes, tu les revois plus et tu as perdu toute ta population. Donc, il y avait tous les 49 ans l'annulation des dettes. Et on repartait à zéro. Personne ne s'apercevait de rien. On repartait pour 49 ans d'endettement et d'esclavage. Tout allait bien.